Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Comme c'est étonnant, NordVPN sur la chaîne des frères Poulain. Ah bah oui Artus, parce que quand on fait une chaîne d'électronique et d'informatique, c'est pas du tout pratique de sécuriser sa connexion en la chiffrant au travers de 5500 serveurs disséminés dans 60 pays différents dans le monde pour masquer son adresse IP et auprès des sites sur lesquels on se rend. Et oui, parce que comme son nom l'indique, NordVPN c'est un VPN. Et à quoi ça sert un VPN? Eh bien comme je viens de vous le dire exactement, de sécuriser votre connexion au cas où vous seriez sur un réseau Wi-Fi public parce que tout vous revient chiffré en Wi-Fi, ou alors même de vous anonymiser un minimum sur internet en passant au travers de serveurs qui masquent votre adresse IP dans différents pays dans le monde. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de relativement nomade et que vous vous connectez souvent à des réseaux Wi-Fi publics comme celui d'un McDonald's ou d'un aéroport, la plupart du temps ces connexions ne sont pas chiffrées et vos données peuvent être lues de manière publique. Grâce à NordVPN, grâce à un tunnel sécurisé entre les différents serveurs, eh bien n'importe qui pourrait accéder à votre connexion ne peut pas la lire car elle est chiffrée. Ça veut pas dire qu'il ne peut pas l'attraper, mais c'est un peu comme si moi je prenais un livre dans une bibliothèque et que je me rendais compte que j'ai le livre, que je l'ouvre, mais à l'intérieur c'est écrit en sanskrit. Je sais pas lire le sanskrit. Et c'est foutu, j'ai les données mais je sais pas quoi en faire et je pourrais jamais rien en faire. Et en plus, comme vous vous connectez à différents serveurs partout dans le monde, par exemple si je me connecte à un serveur américain, je me fais passer pour un américain. Et qui dit se faire passer pour un américain dit aussi peut-être pouvoir accéder à du contenu réservé aux américains sur Netflix, Amazon Prime, HBO par exemple. Oui, ça marche certainement avec plein de services et en plus la bande passante est illimitée. En tout cas, avec le lien dans la description et le code Poulain qui s'affiche juste ici, vous avez le droit à un abonnement équivalent à 3,10 € par mois et un mois supplémentaire gratuit. Et en plus tout ça, c'est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours qui suivent votre achat. Bon, n'hésitez pas en tout cas à aller voir le lien dans la description, c'est un sponsor, ça permet de financer la vidéo. Et puis nous, on se retrouve tout de suite pour la suite. Et puis si vous cherchez un VPN, pourquoi vous priver? Soutenez les frères Poulain, les frères Poulain sont soutenus par NordVPN. Voilà, c'est gagnant-gagnant. On est gagnant-gagnant. Let's go. Salut à tous! Salut! Bon, ça y est, on est toujours confinés, mais on est chaud, on est déter, on vous fait une vidéo par semaine. Est-ce qu'on serait pas un peu les frères déter, tu vois? Si, c'est un peu ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on entame une des dernières vidéos concernant la grande série domotique qu'on avait commencé en début d'année depuis janvier. Alors en plus, cette vidéo, elle va prendre tristement un petit peu de sens avec les événements que nous traversons tous en ce moment dans le monde. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on va vous expliquer comment ne pas toucher à vos interrupteurs. Vous l'aurez compris, c'est un DIY tuto domotique sur comment contrôler sa domotique par la voix. Par la voix, par Siri, par Google Assistant, par Alexa, par toutes les solutions disponibles chez les grands constructeurs. Oui, chez les grands constructeurs, parce qu'il y a aussi plein d'autres solutions open source, c'est juste les 3 plus grands qui s'occupent de ça et sur lesquels on va travailler. Et des gens d'ailleurs qui se disent, mais les frères Poulain, vous êtes bien gentils, mais moi j'ai pas envie de dépenser 300 € pour un pod, 50 € pour un Google Assistant et 45 € pour un Amazon Echo. Eh bien, il n'y a pas besoin de tous ces périphériques-là, on va juste utiliser nos téléphones, et sur les téléphones, si on a un téléphone Android, il y a Google Assistant. Sur un téléphone iOS, il y a Siri. Et sur un téléphone... Ah, mais il n'y a pas de téléphone avec ça. Alors déjà, il y en a aux États-Unis et ensuite il y a des tablettes Amazon, mais en plus de ça, il y a surtout une application qui marche sur iOS et sur Android. Donc, si vous voulez utiliser le système Amazon Alexa, vous pourrez quand même le faire sur votre smartphone en utilisant les microphones de votre smartphone. On va commencer par le Raspberry Pi parce que tout ça va s'installer en plus de Domotix. Donc normalement, vous avez déjà votre box et on va devoir entrer quelques lignes de commande pour installer le système. Ok, donc la première chose à faire, comme toujours, c'est de préparer notre Raspberry Pi avec la carte SD. La carte SD va recevoir l'OS, en l'occurrence Raspbian. Mais depuis les tutos, eh bien, il y a quelque chose de nouveau qui est sorti par la Raspberry Pi Foundation. Eh bien, c'est leur propre logiciel pour envoyer l'OS sur la carte SD. Donc on se retrouve sur l'ordinateur et on met l'OS. Et ce logiciel, il s'appelle Raspberry Pi Imager. C'est lui donc qui va remplacer Balena Etcher dont on vous avait parlé dans les précédentes vidéos. Alors l'avantage de ce logiciel, c'est qu'au démarrage, il va directement vous demander quel OS vous voulez installer sur votre Raspberry Pi ou plus clairement sur votre carte SD qui va aller dans votre Raspberry Pi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Raspbian Lite. Raspbian Lite, on ne peut pas brancher un écran sur son Raspberry Pi, l'écran va être tout noir. C'est un OS qui est spécifiquement fait et qui est très léger pour pouvoir installer des logiciels qui vont être accédés plutôt par internet que par un écran branché au Raspberry Pi. Et comme vous le savez, Raspbian, évidemment, ce n'est ni plus ni moins qu'une distribution Linux. Donc on reste toujours dans les mêmes thématiques, on est sur le noyau Linux pour tous ces systèmes-là. Je vais brancher le lecteur de carte SD à l'ordinateur. Maintenant, j'ai plus qu'à choisir la carte SD, donc là on voit bien qu'il y a la carte SD avec ses 16 Go. Faites toujours attention à ne pas choisir un périphérique au hasard, vous pourriez supprimer des partitions système qui pourraient casser votre ordinateur. Choisissez bien votre carte SD. En l'occurrence là on voit 15,9 Go, c'est donc forcément que ça correspond à la carte qu'on met dedans, la carte SD de 16 Go. Donc là on remarque Operating System Raspbian Lite
SD card, eh bien le lecteur de carte SD s'appelle Genesis SD et ensuite on n'a plus qu'à cliquer sur Write. Une fois que le logiciel a inscrit les informations sur la carte SD, on va pas tout de suite enlever la carte SD de l'ordinateur puisqu'il va falloir activer et rentrer les informations de Wi-Fi et le système pour se connecter à distance. Donc ça, je vous l'avais déjà expliqué mais je vous le réexplique maintenant. Vous allez dans ce PC sur votre ordinateur si vous êtes sur Windows. Ensuite, dans le disque boot, vous allez créer un fichier sans extension qui s'appelle SSH. Donc là, on met oui au message qui dit qu'on veut enlever l'extension pour que ça soit juste un fichier qui s'appelle SSH. On le place dans le dossier boot de la carte SD et ensuite on vous met en lien dans la description un fichier qui va vous permettre de rentrer vos informations Wi-Fi. Ce fichier il s'appelle wpa-supplicante.conf et à l'intérieur de ce fichier on peut voir qu'il y a les informations de Wi-Fi et le mot de passe de votre Wi-Fi. Donc mettez vos informations à vous pour que le Raspberry Pi puisse se connecter ensuite à votre réseau. Ce qu'il faudra faire c'est donc l'enregistrer et ensuite directement déplacer ce fichier exactement comme avant dans le dossier boot de votre carte SD. Ensuite vous pouvez venir éjecter la carte SD et l'insérer dans le Raspberry Pi. Il n'y a plus qu'à alimenter le Raspberry Pi. Ce Raspberry Pi que nous allons utiliser juste ici, c'est un Raspberry Pi 4, donc comme vous pouvez le voir, il est alimenté en USB-C, il est équipé de port USB 3, de port HDMI 2.0 4K en x2, bref, mais c'est totalement overkill. Vous n'avez absolument pas besoin d'un Raspberry Pi 4 qui vaut très cher. On vous encourage très fortement chez vous d'utiliser un Raspi 3, un Raspi 2, voire même un Raspberry Pi 0 qui coûte vraiment pas cher, c'est-à-dire moins de 10 € et en plus qui fera le job, sauf qu'il mettra un peu plus de temps au niveau logiciel à s'installer entre Linux, les plugins, etc. Donc là, ce que je fais maintenant, c'est que j'ouvre Advanced IP Scanner pour retrouver mon Raspberry Pi sur mon réseau Wi-Fi. Donc une fois que j'ai son adresse, je vais dans Petit, je rentre son adresse et on pourra accéder au Raspberry Pi à distance. Puisque je vous le rappelle, on n'y accède pas grâce à un écran, mais bien grâce à des lignes de commande. Vu que le Raspberry Pi est relié en Wi-Fi, vous l'avez configuré tout à l'heure. De toute façon, l'intégralité de ces logiciels et des cartes Raspi que vous pouvez utiliser, on vous les met en lien en description, comme d'habitude. Donc là, maintenant, en login, je mets Pi, ça c'est le username. Ensuite, je mets le mot de passe, Raspberry. Alors comme d'habitude, je vous le précise, là vous avez effectivement le réglage par défaut qui est pour tout le monde sur la planète. Donc on vous encourage très fortement à changer le nom d'utilisateur et le mot de passe, puisque dans ce cas-là, si tout le monde a le même nom d'utilisateur et le même mot de passe, n'importe qui peut pirater votre connexion et avoir accès à votre domotique. C'est la base de la base. Bon, maintenant qu'on est connecté, la première chose qu'on va faire, c'est comme toujours, mettre à jour le Raspberry Pi. Pour ça, je rentre la commande sudo apt update, j'appuie sur entrée et ça vient rechercher les mises à jour. Et ensuite, on viendra les installer avec une deuxième commande, sudo apt upgrade. Et enfin, comme on veut les installer, on clique sur Y, on dit oui et puis entrée. Donc maintenant, on a notre Raspberry Pi avec une adresse IP et en plus, il est à jour. Et maintenant, il ne reste plus qu'à installer Homebridge. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est Homebridge et pourquoi on utilise Homebridge et pas autre chose? Eh bien simplement parce que Homebridge à la base c'était un projet open source, donc déjà c'est très pratique vu qu'on voit l'intégralité du code, on sait que c'est pas un logiciel malicieux, et d'autre part parce qu'il est très utilisé dans le monde de la box domotique. Pourquoi? Parce que sa capacité c'est d'agréger tous les flux, c'est-à-dire Amazon, Google ou Siri, et de les interfacer à l'intérieur d'un seul et même endroit pour pouvoir les faire interpréter sur une box domotique. En plus ça s'installe sur Windows, sur macOS, sur Linux, et même en machine virtuelle Docker qui permet de l'installer encore à plein d'autres endroits différents. Homebridge a beaucoup évolué au fur et à mesure des années. Du coup, si vous avez quelqu'un dans votre foyer qui a un téléphone Apple avec Siri et un autre qui a un téléphone Android avec Google Assistant, eh bien les deux pourront fonctionner de manière totalement transparente puisque c'est dans Homebridge que tout sera interprété et lu par la box domotique pour envoyer les commandes. Donc pour installer Homebridge, on se retrouve sur la page GitHub, en lien dans la description, et on va suivre les instructions tout simplement. Les instructions, elles sont juste ici, Setup Homebridge on a Raspberry Pi, Raspbian. Vous vous rappelez Raspbian, on a installé Raspbian Lite. On va suivre le tuto, étape 1, installer Node.js. Donc là, je copie les commandes dans GitHub et je les colle dans la fenêtre Petit, qui est l'accès distant à notre Raspberry Pi. Une fois que la commande a été traitée par le Raspberry Pi, eh bien je me réfère au tuto et je prends la prochaine commande. De toute façon, comme d'habitude, évidemment, tout est en lien dans la description. Donc maintenant qu'on a suivi toutes les indications du tuto de Homebridge pour l'installer sur Raspbian, eh bien il est installé, ça a été indiqué sur le Raspberry Pi, donc maintenant on peut se retrouver sur notre navigateur internet, comme toujours. On va taper l'adresse IP de notre Raspberry Pi, et ensuite on vient rentrer le port de Homebridge qui est 8581. Et voilà, on arrive sur l'interface d'accueil de Homebridge, on rentre les identifiants.
Et comme d'habitude, c'est des identifiants par défaut, en l'occurrence ici admin, admin, et évidemment, on vous conseille de les changer dès que vous avez configuré tout ça pour améliorer la sécurité de votre réseau. Pour les changer, et bien maintenant ça se fait sur l'interface à laquelle on vient d'accéder, et là on voit tout de suite que c'est quand même bien plus joli que les lignes de code qui étaient sur le terminal tout à l'heure. Ils le mettent à jour régulièrement et c'est toujours de plus en plus beau, c'est trop classe. On a la passerelle pour la commande vocale, on a notre passerelle domotique avec Domotix, mais vous avez remarqué, on parle quand même beaucoup d'adresse IP dans toute cette domotique. Pourquoi? Et bien parce que comme on vous l'a dit, on se repose sur des modules qui se connectent à votre réseau Wi-Fi. Mais le problème, et vous avez été beaucoup à le remonter en commentaire, c'est que tous ces modules-là, ils ont une adresse IP, et c'est une adresse IP qui n'est pas fixe. Forcément, si elle change, vous bloquez l'accès à ces périphériques, vous ne pouvez plus les faire fonctionner. Donc du coup, il y a une parade à ça, et c'est la parade un petit peu plus hardcore gamer pour la domotique, mais on vous la conseille, ça s'appelle le système MQTT. Le MQTT est un protocole de communication extrêmement léger. Pour fonctionner et échanger des données, il ne transmet que quelques octets. Il est peu gourmand et très rapide, on dit qu'il va même jusqu'à 93 fois plus vite que le HTTP. Ouais, pour vous expliquer comment ça fonctionne, on peut vulgairement imaginer le chat de notre Twitch. En fait, il y en a qui écrivent des messages et d'autres qui les lisent. Et nous, on y répond. Domotix, lui, il est abonné au message de notre serveur, le topic. Dès lors, lorsqu'un message sera publié sur le serveur, publish, l'information est immédiatement envoyée à Domotix, le subscriber. Là, dans notre infrastructure domotique, un interrupteur publie un message sur le serveur et le serveur annonce à Domotix le changement d'état. C'est Mosquito qui reçoit et transmet les informations, on l'appelle un broker, et il peut y avoir plusieurs topics et plusieurs abonnés. Ouais, et comme ces messages ils sont centralisés sur un serveur, l'adresse IP des modules ne compte pas vraiment. Ce qui compte, c'est que les capteurs, les actionneurs et Domotix puissent lire et écrire des informations et les messages du serveur MQTT. Donc pour installer le serveur MQTT, la base de données, eh bien on vient taper cette commande, sudo apt install Mosquito. Pourquoi Mosquito? Eh bien parce que pour le protocole HomeKit, ça s'appelle HomeBridge, et bien pour le serveur MQTT, c'est un serveur Mosquito. Donc là, le serveur Mosquito est installé, vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. Néanmoins, attention, comme d'habitude, je le répète une dernière fois, au niveau sécurité des données, il y a des choses à faire, c'est à vous d'en prendre la responsabilité. Évidemment, si votre connexion est réservée à votre domicile uniquement et qu'il n'y a personne autour, que vous avez un réseau Wi-Fi bien sécurisé, pas trop de problème. Néanmoins, si vous êtes en appartement et que vous avez un réseau Wi-Fi commun, à ce moment-là, ça peut vite devenir beaucoup plus compliqué. Donc maintenant, vous avez vu dans ce tuto, on vous a un petit peu tout réexpliqué. Pourquoi? Eh bien parce qu'avec ce tuto, on va pouvoir tout faire. Vous savez comment installer votre box domotique, vous avez HomeBridge et vous avez ESP-Easy sur vos modules ESP. Maintenant, vous avez même le protocole MQTT. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous guider avec Baptiste de la création d'un capteur à l'origine jusqu'à son intégration en contrôle vocal. Dans Domotix, on va dans l'onglet Configuration, Matériel et on vient ajouter notre serveur MQTT. En adresse distante, on vient rentrer localhost. Alors localhost, ça veut simplement dire que votre adresse distante n'est peut-être pas si distante que ça veut dire qu'elle est juste ici, dans le Raspberry Pi. C'est-à-dire que là où est installé Domotix, eh bien c'est aussi là où est installé le serveur MQTT. Ensuite, en identifiant en mot de passe, on met rien. Évidemment, je le répète, et je l'avais dit que je le dirais une dernière fois, mais je le redis une dernière fois, on vous encourage à sécuriser en mettant un identifiant et un mot de passe unique. Ok, donc là ça y est, maintenant on a notre serveur MQTT. On va aussi maintenant créer un capteur virtuel. Pour l'instant, on va juste mettre un interrupteur. Alors maintenant, on va faire une chose très simple pour vous illustrer comment fonctionne tout ce système-là avec HomeBridge et le MQTT. On va utiliser l'objet qu'on a fait avec vous la semaine dernière sur Twitch et sur YouTube, le Trimon, le Simon à 3 boutons. Et c'est pas un hasard forcément si je prends cet objet, c'est parce que évidemment il a 3 boutons et que à l'intérieur, si vous vous rappelez bien, on a utilisé un Wemos D1 Mini équipé d'un ESP8266. Ça veut donc dire qu'à l'intérieur, on peut y mettre ESP-Easy et du coup, qu'on peut récupérer des informations et envoyer des informations en MQTT et se servir de ces 3 interrupteurs là pour non pas faire un Simon, mais pour faire une sorte d'interrupteur géant qui commande 3 objets dans la maison. Ça peut être une sorte de console domotique. Sans faire exprès, on a créé l'objet idéal pour vous illustrer tout ça. Donc maintenant, on va connecter le Simon en USB pour l'alimenter et on va récupérer son adresse IP pour le configurer lui aussi en MQTT. De toute façon, c'est très simple, il faut que vous imaginiez que ce Simon là, c'est votre prise commandée ou votre interrupteur ou autre, ça marche exactement de la même façon que n'importe quel autre périphérique. Donc on va quand même pas vous réexpliquer comment on a installé ESP-Easy, comment y accéder à distance. On a quand même fait des vidéos avant qui sont disponibles juste là. Et en lien dans la description. Donc pour installer le MQTT sur l'ESP-Easy, vous vous rappelez, on était allé dans l'onglet contrôleur et dans cet onglet, on avait configuré Domotix en HTTP. Et bien là, on va configurer Domotix en MQTT. Donc on va dans la page contrôleur, add,
on vient choisir Domotix MQTT. Ça tombe bien, je vous l'avais dit, en fait c'est déjà intégré, c'est déjà prévu, c'est vraiment simple à mettre en place. Et comme dans les tutos précédents, on vient rentrer en contrôleur IP l'adresse IP de notre box domotique, en l'occurrence 10.0.0.27 dans cet épisode. Évidemment, vous devez rentrer l'adresse IP de votre box domotique. Ensuite, on vient l'activer en bas, Enable, et on submit, on envoie le formulaire. Maintenant, je retourne dans Domotix et on vient prendre l'identifiant de l'interrupteur Simon qu'on avait créé auparavant. Donc je vais dans Configuration, Dispositif, et là on voit Simon IDX1. Cette information, elle est importante parce que c'est le numéro de capteur unique à Domotix qui va transiter dans toutes les informations du serveur MQTT. Ensuite, on retourne sur la page de configuration de notre interrupteur. On vient ajouter un périphérique, on clique sur Add. Device, on va choisir Switch. Ensuite, on envoie. On vient lui choisir un nom. Je vais l'appeler interrupteur, on l'active, on vient choisir son GPIO, donc ça on vous l'a déjà expliqué, le GPIO ça correspond à la broche sur laquelle est relié l'interrupteur, donc là on va choisir l'interrupteur D5, l'interrupteur de la LED rouge. Ensuite on indique que ça n'est pas un interrupteur normal, c'est un interrupteur poussoir, et on vient rentrer son IDX, En l'occurrence, le 1. et ensuite on lui dit d'envoyer les informations au contrôleur, c'est-à-dire au serveur MQTT. Bien, maintenant on peut voir que quand on se rend dans l'onglet Devices, on voit qu'on a notre interrupteur qui est bien apparu. Alors comment ça fonctionne? Eh bien tout simplement maintenant le serveur MQTT communique avec l'interrupteur, et donc maintenant l'interrupteur envoie l'information au serveur MQTT, et le serveur MQTT est régulièrement lu par Domotix. Et donc on a cette boule centrale en commun qui est le serveur MQTT. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rappelez dans les épisodes précédents, au niveau de l'interrupteur, on allait dans Modifier, et on devait rentrer en action on ou en action off l'adresse IP du périphérique. Là, on n'a pas besoin de le faire puisque tout est centralisé sur le serveur MQTT. Donc si tout marche bien, Baptiste va appuyer sur l'interrupteur de la LED rouge et on devrait voir l'action arriver sur Domotix en temps réel. Attends, c'est pas dit. 3, 2, 1... Et voilà. C'est instantané, c'est ouf. Ah mais c'est incroyable. Oui, parce que là en plus on vient de mettre à jour Domotix et dans sa nouvelle version, les retours d'informations sont encore plus rapides sur la page d'accueil. Non parce que là ce que vous voyez là c'est juste un câble d'alimentation, hein. Tout ça c'est du Wi-Fi, y a rien qui est connecté ensemble. C'est ça. En sans fil. Et là, on n'a pas mis d'adresse IP, on passe par le serveur MQTT. Pourquoi on a fait ça? Eh bien parce que maintenant on estime avec Baptiste que si vous voulez avoir une vraie installation domotique avec le contrôle vocal, eh bien il faut cette base MQTT pour ne pas s'embêter avec les adresses IP. Ça vous permet aussi d'avoir beaucoup plus rapidement un retour d'état, vous savez tout de suite ce qui se passe parce que Domotix reçoit tout de suite l'information, et c'est très important pour le vocal parce que déjà qu'il y a une latence entre le moment où ça comprend que ça part sur les serveurs, que ça revient avec une information, autant ne pas rajouter un ralentissement de plus avec un serveur HTTP qui serait beaucoup moins efficace que le MQTT. Donc là maintenant, on va pouvoir configurer Homebridge pour pouvoir lui indiquer l'adresse de Domotix pour qu'il puisse récupérer tous les interrupteurs existants dans Domotix. Et Homebridge en fait c'est quasiment une centrale domotique à lui tout seul parce que grâce à son système de plugin, il peut déjà faire énormément de choses. Il peut commander directement des ampoules Philips Hue, il peut commander des caméras de surveillance, bref, il peut faire plein de choses. Et là, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer les interrupteurs qu'on a créés en MQTT sur Domotix pour pouvoir les relier à l'interface vocale en utilisant le système de Siri, de Google ou d'Amazon Alexa. Donc là, je me retrouve dans l'interface de Homebridge, l'onglet Plugin, j'ai tapé en recherche Domotix et je peux installer le plugin iDomotix. On l'installe et il y a vraiment toute une interface graphique qui permet de faire ça tout seul sans avoir à passer par les lignes de code un petit peu compliquées tout à l'heure. Là, c'est vraiment que du clic. Quand le plugin est installé, il va falloir encore une fois rentrer toutes les informations de notre box domotique. Donc là, c'est toujours pareil, son adresse IP, son port de travail et son nom. 127.0.0.1, c'est exactement pareil que localhost. C'est-à-dire, on vous le répète, que Domotix et Homebridge sont installés sur le même périphérique. Si toutefois Homebridge et Domotix étaient installés sur des périphériques différents, et bien là, il faudrait rentrer leur adresse IP unique à chacun. Et oui, parce que rien ne vous empêche d'avoir par exemple deux Raspberry Pi 0 que vous mettez à deux endroits différents de la maison et sur lequel l'un vous avez votre box Domotix et sur l'autre vous avez votre Homebridge. Ça n'empêche rien, du moment qu'ils communiquent en Wi-Fi, il n'y a pas de souci. Donc là, on a l'adresse localhost, on a notre port de Domotix 8741 et ensuite on a le Room ID. Le Room ID, eh bien on va le créer dans Domotix. Le Room ID c'est important parce que c'est ce qui permet de créer des pièces virtuelles pour pas avoir l'intégralité de vos interrupteurs de Domotix en commande vocale sur Homebridge. Grosso modo, on crée une pièce virtuelle, on lui attribue un numéro et on dit à Homebridge de contrôler uniquement les périphériques dans cette pièce avec la voix. Donc on se retrouve dans Domotix, on va dans Configuration, plus d'options, Plan, Périphérique par emplacement, et on vient ici, on voit, je l'avais déjà créé, on a une pièce Maison avec l'IDX2. Ce numéro-là, eh bien c'est celui qu'il faut rentrer dans Homebridge à Room ID. Donc là, on tape 2 et on enregistre.
Donc maintenant, il faut ajouter les périphériques que vous voulez contrôler à la voix dans Domotix à la bonne pièce. Pour ça, on va dans Ajouter, on choisit notre Simon, en l'occurrence le périphérique qu'on a créé tout à l'heure, on l'ajoute, et si on va dans l'onglet Accessoires de Homebridge, on voit le Simon qui apparaît et qui s'affiche. Mais dis donc, c'est incroyable! Mon Simon qui est juste là, ici? Mais c'est fou! Et maintenant, la première chose qu'on va faire, eh bien, ça va être de configurer Siri sur nos téléphones pour intégrer Homebridge et faire le contrôle à la voix. Ensuite, on va vous montrer comment faire ça avec Google Assistant. Alors on va commencer avec la configuration de Siri, c'est-à-dire réservée aux appareils Apple. Et pour ça, je vais directement me rendre dans l'application native de Apple qui s'appelle Maison. Donc je clique dessus et là il me dit bienvenue dans la maison. Je continue et à partir de là, vu que j'ai créé tous mes périphériques, je devrais pouvoir y accéder en cliquant sur ajouter un accessoire. À partir de là, j'ai un code qui me demande d'être scanné et ce code-là, il est dans Homebridge. Donc là, sur la page d'accueil de Homebridge, c'est le premier truc énorme qu'on voit en haut à gauche, c'est le QR code qu'il va falloir flasher avec le téléphone. Alors si je le reprends comme ça, normalement, boum, c'est bon. J'ai accessoire non certifié, donc là c'est pour m'indiquer que c'est pas un objet officiel Apple HomeKit qui est détecté, et je fais poursuivre l'ajout. C'est bon, LF Poulain D16E a été ajouté, et là j'ai mon accessoire qui apparaît immédiatement, celui qu'on a configuré ensemble sur Domotix et Homebridge, c'est donc l'interrupteur Simon. Je peux faire plein de choses là, c'est lié à l'application, c'est à vous de faire ce que vous avez envie de faire. Je fais suivant, je peux régler aussi une scène en fonction de quand j'arrive, je pars, parce que du coup ça peut être couplé au GPS de mon téléphone, à ma position, etc. Bref, ça c'est à vous de vous amuser avec. Je fais OK, et j'ai maintenant mon interrupteur qui est dans mon iPhone. Et cette application là, elle est automatiquement reliée à Siri et à mon réseau Apple. Est-ce que maintenant je peux le faire avec Siri? On va voir ça. Dis Siri, éteins Simon. Ça y est. Ça s'est C'est éteint pile au début du ça y est. Dis Siri, allume Simon. C'est fait. C'est Impeccable. direct. 12 Super. millisecondes les amis. Donc maintenant, ça c'est la démarche pour un téléphone Apple et on va vous montrer comment faire avec l'application Google pour configurer sur Google Assistant. Et alors on vous l'a dit en début de vidéo, Homebridge à la base c'est fait pour fonctionner avec Siri Apple HomeKit. Donc pour installer Google Assistant, on va passer par un plugin Google Assistant comme on était passé par un plugin Domotix pour intégrer Domotix. Donc on se retrouve dans Homebridge, dans l'onglet Plugin et on va taper Google. Et là, on voit apparaître Homebridge GSH. Et en plus, il y a le petit bouclier vert Verified qui veut dire que c'est donc approuvé par Homebridge pour fonctionner avec Google Assistant. Et donc, on clique sur Installer. Comme tout à l'heure, on part sur une ligne de commande, il n'y a rien à faire. Et ensuite, on va avoir directement une page qui va s'afficher dans laquelle on va pouvoir rentrer des informations nécessaires à faire communiquer Homebridge et Domotix. Alors évidemment, pour Google Assistant, il faut avoir un compte Google. Une fois que l'installation est terminée, là il nous demande de lier le compte Google. Donc on va cliquer sur l'icône et on va arriver sur la page de Google où on va rentrer nos identifiants. Donc là, le lien est en train de se faire. Ensuite, on vient bien confirmer que c'est l'adresse IP de notre serveur Homebridge. Et maintenant, le compte Google est lié, donc on peut enregistrer le plugin. C'est bon, on a maintenant Homebridge qui peut envoyer les informations de Domotix à Google Assistant. Donc Baptiste se retrouve sur l'application Google Assistant pour la configurer. Donc maintenant que notre compte Google est lié, il va donc falloir utiliser le Google Assistant. Alors il se trouve qu'ici, il n'y a pas d'Android, on a toujours un iPhone, mais l'application Google est compatible avec les iPhones. Si vous avez un téléphone Android, ça marche exactement de la même façon. Et si vous avez un petit pod assistant vocal Google ou Nest, eh bien c'est pareil, ça fonctionne de la même façon. Donc je vais me rendre dans l'application Google Home, juste ici, et là on voit que je peux créer une maison. Donc je fais commencer. À partir de là, on me demande si je veux configurer des nouveaux appareils, c'est ce que je vais faire, et normalement il va aller rechercher en créant une maison ce que j'ai renseigné dans Homebridge. Alors le pseudo de la maison, on va l'appeler Coucoule. Coucoule. La maison Voilà. Coucoule. La maison Coucoule. Maintenant, je suis donc, comme vous pouvez le voir, dans ma maison Coucoule. À partir de là, je vais pouvoir ajouter un appareil. C'est un appareil que j'ai déjà configuré puisque c'est un périphérique Homebridge et je vais aller rechercher Homebridge. Il est là. Je clique dessus et là, j'ai Login with Google. Ok. Du coup, je mets le compte qui m'a servi à faire la domotique. Hop, voilà, c'est bon. Choix d'un appareil, on est good. Et là, immédiatement, réapparaît Simon, le système d'éclairage. Je clique dessus, suivant. Je le mets dans la maison Coucoule. Donc là, c'est comme dans Domotix, on choisit les pièces virtuelles. Donc là, c'est ma maison virtuelle. Suivant, je vais dire que cet appareil se trouve dans le bureau. Suivant. De toute façon, chaque assistant a ses paramètres, a ses petites habitudes. Donc là, à vous de choisir votre assistant et à le configurer comme vous voulez. Le nom de votre maison, votre emplacement, votre configuration, les données auxquelles vous souhaitez qu'il accède, etc. Et donc là, vous pouvez le remarquer, c'est bon, ça y est, j'ai dans mon bureau un appareil, Simon. Et si je clique dessus, il est en l'occurrence pour l'instant allumé. Et si j'appuie sur éteint, attention, Il s'éteint. Impeccable. impeccable. Super. Allumé.
et il s'allume. Alors là, cette fois-ci, c'est un petit peu plus lent comme temps de réponse. Pourquoi? Eh bien parce qu'avec Apple HomeKit, eh bien ça passait par le réseau local. Alors que là, avec les serveurs de Google et l'application qu'on a installée sur Homebridge, eh bien ça marche avec un système centralisé sur les serveurs de Google qui sont pas chez nous, qui sont dans le monde entier. Donc là, l'information doit faire le téléphone de Baptiste, les serveurs de Google Homebridge, Homebridge Domotix, Domotix l'interrupteur. Le défaut de ce système de fonctionnement, c'est que du coup, quand vous êtes sur un téléphone Android Google, si vous n'avez plus Internet, vous n'avez plus de domotique. Là où avec Apple, ça continue sur le réseau local. Totalement, mais en même temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes en dehors de chez vous, comme c'est un système qui se connecte à Internet, eh bien vous pouvez allumer ou éteindre votre maison si vous êtes, je sais pas moi, à Singapour. Et sur Apple, ça fonctionne aussi de la même façon, mais par contre, il faut avoir une Apple TV. Bref, on va pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, vous avez les informations. Donc maintenant, il ne nous reste plus que l'application Alexa à utiliser, et c'est exactement pareil que pour Google. On va dans l'onglet plugin de Homebridge, on tape Alexa, on va l'installer, et ensuite vous allez voir que dans les réglages, on va rentrer un nom d'utilisateur et un mot de passe qui correspondent à un compte qu'on aura créé sur un site spécifique. Ensuite, toutes les démarches de toute façon se trouvent en lien dans la description, donc si vous êtes détenteur d'un Alexa, n'hésitez pas à aller voir là-dedans. Je pense qu'on a fini ce tuto domotique. Vous pouvez maintenant utiliser à la voix l'intégralité de votre domotique, quel que soit l'assistant que vous possédez. Et vous pouvez aussi éviter d'infecter vos interrupteurs et éventuellement les personnes qui passeront derrière. Donc c'est encore plus d'hygiène pour vous dans votre quotidien et contre le virus. Je pense que là, on a vu absolument tout ce qui concernait la domotique, c'est-à-dire vous créez des interrupteurs, vous créez des lumières pilotables à distance, vous créez des capteurs de luminosité, vous pouvez maintenant le contrôler à la voix, il n'y a plus de problème d'adresse IP. Restez sécurisé sur votre réseau, c'est important. Et maintenant, j'ai envie de dire, dis Siri, allume l'atelier confiné. Et voilà, n'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. On vous embrasse. À la prochaine. Ciao. Ciao. Alors... je sais plus.